L'élément qui fait tout basculer, c'est le coup de fil d'un Giroud. Est-ce que tu connais Djibril ChatGPT, 5 joueurs les plus surcotés avec qui tu as joué? Oui, bonjour, c'est Luc Besson. Je dis ouais, d'accord. Non. La prochaine? Quoi? Mais 3 fois. Super, bon, du coup, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour l'épisode 3 du podcast de Sans Limite de Zephyr. Donc Zephyr, nous, on aide les propriétaires à aller de l'avant et donc à changer de vie. Aujourd'hui, on a l'immense honneur et chance d'être accompagné de Djibril. Donc merci beaucoup, Djibril. Merci. Et on est également avec Louis, cofondateur de Zephyr. Je vais te présenter vite fait. En rapide, Louis, cofondateur de Zephyr, avec Rémi, que je connais depuis du coup la 5e. Donc avec qui on a monté une boîte. Cool. Et Thomas? Et Thomas, commercial chez Zephyr, très fan de foot. T'as bercé mes jeunes années, ce fameux maillot PlayStation 2. Et ça vaut ce que ça vaut, mais supporter du PSG. Ouh là là. Ça soigne. Ça soigne. Ça se soigne, ça se soigne. Cool. Est-ce que tu connais Djibril ChatGPT? En fait, on a testé pour trouver des anecdotes et on serait chaud de te faire un petit vrai faux pour commencer, pour voir si ça ne dit que des conneries, voir. Allez, Ok, mais ChatGPT, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un modèle sur lequel d'intelligence artificielle sur lequel tu peux parler et il te répond, il te donne des trucs. Et donc on a dit on veut les trucs les plus croustillants sur Djibril. Mais il est connu pour dire des conneries, donc tu vois, on va voir. Allez, vrai faux, tu es fan de catch et t'as assisté à plusieurs événements de la WWE et t'as rencontré des catcheurs célèbres tels que John Cena et Randy Orton. Ouais. Ouais, tu les as rencontrés? Ah ouais. Putain, Fort. Comment il fait ça, lui? Je sais pas du tout. Incroyable. Ouais. En 2012, tu as aidé le club de football amateur AC Arles-Avignon en difficulté financière et t'as fait un match amical pour attirer sponsors et médias. En vrai, j'aurais aimé dire oui, mais ça, c'est pas vrai. Ah putain, il y a des bruits, il me dit, Mais ça me fait passer pour un mec. Donc, Merci ChatGPT. les dîners saucisses. T'as un tatouage d'une horloge sur ton avant-bras gauche en hommage à ton père horloger et l'horloge indique l'heure de ta naissance. Faux. Putain, c'était tellement précis que j'étais sûr que c'était vrai, ça. Ça, j'étais sûr que c'était vrai. Extra faux, mon père était footballeur professionnel. Ok, donc merci de ChatGPT. Mais non, je l'ai pas dit, mais... Ouais, peut-être aussi. Parce que je te dis, moi, je connais rien en foot, hein, c'est lui l'expert. Donc pour ceux qui se disent que c'est abusé, c'est ChatGPT, c'est pas moi. Bref, tu accordes une grande importance à l'éducation de tes enfants, les encourages à parler français à la maison et tu les inscris dans une école française pour préserver les racines culturelles. Oui, du temps où j'habitais en Angleterre et que j'avais parce que j'ai 3 enfants qui sont nés en Angleterre, donc c'était important pour moi d'avoir le français et qu'ils aient leur côté français qui reste. Après, malheureusement, j'ai divorcé entre-temps, donc c'est la vie, mais ouais, quand je vivais avec eux, c'était important que le français soit présent dans la maison. Et c'est toujours le cas ou c'est plus trop... Bon, ils sont plus grands, ils ont 16, 15 et 13 ans maintenant, donc c'est un peu plus facile et de eux-mêmes, ils parlent français. Ouais, ils ont, pas couramment, mais ils ont quand même... Ouais, ils ont les wesh là de maintenant. Cool. Ok, vrai ou faux, après ta retraite sportive en 2017, tu t'es reconverti en consultant sportif, entraîneur de football et animateur de télé. En partie, c'est en partie vrai, oui. Entraîneur, voici, on peut appeler ça comme ça, vu que j'avais les attaquants de l'OM des 16 ans à la réserve, donc c'était plus du spécifique attaquant, donc oui, entraîneur aussi. Et consultant télé, et il a oublié DJ. C'est vrai. Vrai ou faux, tu as subi 2 fractures de la jambe grave en 2004 et 2006, mais tu as réussi à revenir sur le terrain et poursuivre ta carrière. Ouais, 2004, Liverpool et 2006 avec l'équipe de France, juste avant le mondial. Et ouais, mais le mental a fait que je me suis pas laissé sombrer dans la dépression et dans poser trop de questions si j'allais revenir ou pas. Et mentalement, je suis bien costaud, donc on est revenu. Cool, je suis très curieux d'en parler un peu plus après, c'est vrai que c'est des moments marquants. Donc t'as un DJ, du coup, il y a pensé sous le nom de scène DJ Mister Cissé. Tu as travaillé en tant que DJ, tu as sorti un single en 2012 intitulé Mets en collaboration avec le rappeur Sefiu. Est-ce que ça paraît vrai, franchement, honnêtement? Ça paraît pas vrai. Ouais, ça ne l'est pas? Dommage. Non, ça c'est chaud. Non. Oui, on se connaît bien. Okay. Mais pas de feat? Non, c'est pas prévu. Lui, la musique avait terminé. Ok. Mais non, c'est pas vrai. T'es pas mal, un petit single Mets. Ok. Vrai ou faux, t'as participé à des émissions de télé-réalité française, notamment Danse avec les stars en 2015 et Fort Boyard en 2016 et 2017.
vu qu'on avait annoncé ça sur... et du coup, on lance le sujet. Ouais. Ouais. Un truc au fond de l'internet. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on n'en parle pas. Mais, C'est ChatGPT. mais Fort Boyard, c'était cool. Mais Bandal, si j'avais un problème de hanche, c'est ce que... Voilà. C'était moins cool. Ouais, donc c'était un peu plus compliqué. C'est un peu les croisés pour ceux qui n'ont pas réussi à faire carrière de football, tu vois. On se sert de cette excuse-là, mais c'est vrai en plus parce que juste quelques semaines après, je me suis fait poser une prothèse de hanche. Donc, Ah merde. ouais, c'était un peu... Le timing était pas bon. On dirait. Moins Ouais. Ok. Vrai ou faux, t'as lancé ta propre marque de vêtements appelée Monsieur Le Noir en 2013 et t'as ouvert une boutique de tatouage à Ajaccio en 2016. Alors, pour la marque, c'est vrai. Pour la boutique de tatouage, non, et encore moins à Ajaccio, parce que moi, je suis à Bastia, moi. Donc, Ok, mais vas-y, tu fais que de la merde. bah non, là, c'est en partie... 50-50. Ouais, c'est un peu... Ouais. Et là, tu portes les t-shirts, ce que je voyais tout à l'heure. Ouais, c'est... La marque Monsieur Le Noir. En fait, c'était compliqué. J'avais un licencié qui a repris la marque. Le Covid a fait beaucoup de mal au commerce et aux marques de vêtements, notamment. Donc, on a mis un peu en sommeil. Et là, j'ai ressorti la marque il y a quelques semaines, là. Donc, ouais, on pousse un peu les nouveaux modèles, ouais. Ok, top. Toutes nos questions n'ont pas été faites avec ChatGPT. L'idée, c'est de parler de changement de vie, de ta vie à toi particulièrement. Donc, tu as connu une carrière incroyable, tu as fait plein de choses, tu as changé. On va parler un peu de tout. On aurait commencé par l'enfance. Ouais. Tu es dans une cité à Arles, famille nombreuse. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu cette période de ta vie, comment ça s'est passé, etc. Ma jeunesse, ça a commencé à Saint-Martin-de-Croix, exactement. Je suis né à Arles, moi. Mais mes parents habitaient à Saint-Martin. Mon père était encore avec nous. Donc jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Et après de Saint-Martin, on a bougé sur Arles. Et c'est là où c'était un peu plus compliqué qu'à Saint-Martin. Parce qu'à Saint-Martin, on avait une vie assez cool. On avait une maison plus que correcte. Mon père était encore en France et était joueur professionnel de football. Donc on avait une vie assez cool. Après, mes parents se sont séparés et mon père est rentré au pays. Et donc ma mère a dû s'occuper de 7 enfants toute seule. Wow. Dans un appartement, vu qu'on est dans l'immobilier, c'est très bien. C'est comment on avait 3 chambres pour 7. Ouais. Enfin, pour 8, parce que ma mère avait sa chambre normale. Et après, on se démerdait, on tournait. Un coup, c'était là, un coup, c'était là-bas. Un coup, on avait une chambre. Une semaine, on n'en avait pas. On dormait sur le canapé. Franchement, c'était cool. T'as des bons souvenirs? Ah ouais, mais Ouais, tant de personnes dans un endroit... franchement, on était tellement dans la bêtise, dans la joie, dans la connerie, dans se moquer l'un de l'autre. Ouais, regarde comment il dort, tu vois. Que même pas de pas avoir de lit, c'était pas c'est pas vrai. Ouais, c'était pas un problème, ouais. Et j'ai pas de souvenir de galère ou d'être dans un coin, tu vois, tout triste. Non, franchement, au contraire, j'ai que des moments de... Que des moments de... Ouais, clair. Et le football, comment ça t'a pris? Ben, le football... c'est assez tôt, en vérité, donc... Ouais, le football, tous mes frères ont joué. Bon, après, mon père a joué. Il était international aussi, ivoirien. Mes frères ont joué, donc voilà, de les voir jouer. Après, au quartier, comme tout le monde, comme la plupart des joueurs, ont joué en bas, sur la place. Après, j'en ai eu marre d'avoir un banc qui fait office de but. Jouer à 14 contre 17, parce que dans les 14, il y en a un qui est trop fort, donc on équilibre un peu comme ça. Et donc, je suis allé au club de la ville, donc la Arles. J'ai pris une licence et là, c'était voilà, un peu du football un peu plus cadré, plus organisé. Et franchement, j'ai kiffé. Et de là, après, il y a le Nîmes Olympique qui est venu me chercher. Ok. Et justement, à ce niveau-là, puisqu'on cadre un peu sur le changement de vie, j'ai un peu refait le fil de ta carrière, donc notamment Giroud, qui, on le connaît, une figure iconique du football français, longtemps entraîneur d'Auxerre, qui je crois a convaincu ta maman de te faire venir à Auxerre. Et justement, comment on passe de cet environnement petite ville du sud de la France avec ses frères et sœurs, ses copains, à Auxerre, qui n'est pas encore une grande métropole, ça pourrait venir. Mais justement, comment tu as vécu ce changement de vie? Ben, tu sais, quand tu as un rêve, un but et que tu veux aller là-bas, ben, ça peut te faire passer par tout à gauche ou tout à droite, mais tu veux aller tout droit. Donc, je suis parti donc de Arles à Nîmes, j'avais 11 ans.
Je voyais ma mère que le week-end, donc je rentrais le vendredi soir et j'allais à l'internat le dimanche soir. Et après, je devais signer à Montpellier de base, parce que j'avais mon oncle qui était directeur du centre Mama Ouattara, qui était à Montpellier, qui était une très belle équipe, un très bon centre de formation à l'époque. Et donc Auxerre, on apprend l'intérêt d'Auxerre. Et donc j'étais vraiment, je savais pas, parce qu'Auxerre c'était loin, 700 km. Je me dis, ça fait quand même un gros changement. L'hiver, il fait des moins 10, moins trucs. Bon, c'est sûr, c'est pas Montpellier. Ouais. À 13 ans, c'est relou, tu vois. Et donc, du coup, je me dis... c'est jeune, 13 ans. Ouais, je me dis, on réfléchit. Puis en même temps, c'est l'année où Auxerre fait le doublé, où ils sont champions et ils gagnent la Coupe de France. Ouais. C'est sûrement le meilleur club formateur de tous les temps. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et il y a vraiment l'élément qui fait tout basculer, c'est le coup de fil d'un Giroud qui appelle ma mère. Et qui lui dit vous inquiétez pas, votre fils, je vais m'en occuper comme si c'était le mien. Je vois beaucoup de potentiel dans votre fils et faites-moi confiance. Sauf que moi j'avais 14 ans, donc Giroud lui était entraîneur de l'équipe première, n'avait rien à, enfin pas. Mais c'était pas encore. C'était pas du coup dans son effectif et voilà, moi je suis très, je marche à l'affect. Ma mère pareil, et ce coup de fil là a fait basculer les choses et je me suis dit, je veux être footballeur professionnel, donc ça passe par l'éloignement, ça passe par pas sortir quand tes potes font la fête et ont des petites copines. Toi, tu es au centre de formation, tu es enfermé, tu t'entraînes. Mais voilà, à 35 ans, si tout va bien, tu auras une vie, une belle vie. Et donc, j'ai choisi de prendre le risque. Et à quel moment tu comprends que tu as un talent et que ça peut devenir, j'avais dit quelque chose si jeune. Franchement, avant de partir à Auxerre, quand Montpellier commence à s'intéresser, parce que Nîmes c'était un bon club à l'époque, ils étaient en D1, mon frère jouait d'ailleurs en première division, mon grand frère. Mais niveau jeune et niveau centre de formation, c'était pas encore le top. Le top c'était vraiment Cannes, l'OM un peu et Montpellier. Montpellier était vraiment au-dessus. Et quand Montpellier s'intéresse, je me dis, bon, il y a peut-être... il ne s'intéresse pas à tous les gamins du coin, donc je me dis, il y a peut-être un truc à jouer. Et quand Auxerre vient, là, c'est vraiment c'est encore au-dessus, tu vois. Donc je me dis, là, je pense que si tu mets tous les ingrédients et que tu es sérieux, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais. Et à quel moment il te connaît, Giroud? Parce que tu le dis. Je sais pas, justement. C'est ça le truc. C'est là où je me pose la question, c'est que... Donc ça a du flair. Bon, après, il y a une équipe, hein, il y a des recruteurs, il y a des mecs qui sont là, qui regardent. Mais de là à ce que lui appelle, c'est là où je me dis... d'ailleurs, on a fait une émission ensemble et j'avais une question à lui poser. Et ça a été ça, la question. Ça a été pourquoi ce coup de fil, en fait. Et alors? Même lui, c'est pas... il a fait du Giroud dans le texte. Il a brodé, puis il n'a pas vraiment répondu à la question. Mais encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi il a pris son temps pour appeler un petit de 14 ans, quoi. Ma mère, elle de 14 ans. Mais voilà. Ok. Ouais, surtout qu'il n'avait pas été tendre avec toi à ton arrivée. Ouais, c'est la vie. Piqué au vif. Ouais, il savait chercher. C'est quelqu'un il en a vu avant moi, il en a vu après moi, il a vu des Cantona, il a vu des Boli, il a vu des grands joueurs, il a su leur faire une belle carrière. Donc je me suis dit, je pense que s'il est sur mon dos, c'est qu'il croit en moi. Voilà. Je l'ai plus pris comme ça plutôt que des critiques pour être méchant, quoi. Et quand tu es jeune et que tous tes frères jouent au foot, que ton père était footballeur, t'as quelle pression? Est-ce qu'il y a une compétition qui se crée dans la famille ou c'est très supportif? Non. Non, c'était... après, moi, c'était tellement ancré en moi qu'il y avait même pas de... Enfin, il n'y avait pas autre... Tu t'es jamais posé de question? Ouais, non, il n'y a pas eu d'école. Après, c'est pas bien de le dire. Je le dis même à mes enfants. Il faut toujours avoir un plan B au cas où ça ne marche pas, avoir un certain bagage quand même pour se retourner au cas où. Moi, ce bagage-là, je ne l'ai pas. J'ai eu de la chance que ça a marché pour moi, mais il n'y avait pas d'autres sports. Franchement, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. L'école non plus, je pense que j'aurais... Et est-ce que c'est justement le fait que tu n'avais pas d'autres options qui a fait que tu as réussi? Non, je pense que je savais ce que je voulais surtout. Je savais que c'était ça et rien d'autre.
Donc, jeune, je ne voyais pas l'échec. Pour moi, il n'y avait pas moyen que je me traîne. Donc, j'ai tout fait. J'ai été fouet pour que ça marche, quoi. Et dans ces cas-là, j'imagine quand tu as un but aussi singulier et que tu te dis en fait toute ma vie elle est à propos du football, t'étais comment jeune? T'étais fêtard, connerie, bagarreur, travailleur? Pas du tout. C'est ça ce qui a joué un peu à ma défaveur, c'est que bon, j'ai un look, j'ai des coupes de cheveux, j'ai des tatouages, j'ai des trucs. Donc forcément, il sort, il boit, il prend pourquoi pas des substances bizarres. Or que non, j'ai jamais bu de ma vie. T'as jamais bu jamais bu d'alcool. Je peux vous dire maintenant, je vous regarde dans les yeux, j'ai jamais bu d'alcool. Fêtard, franchement, j'étais pas le pire du vestiaire. Je fais un petit pas de danse. On va pas lancer des dossiers, mais je peux vous dire que d'Auxerre, la fameuse montée où Giroud il m'a grillé sur l'autoroute, c'était pour un sponsor. Donc je sortais pas beaucoup. Ça se passait chez moi. J'avais mes amis qui venaient chez moi, j'avais mes potes qui venaient chez moi. On faisait des petites fêtes, mais chez moi, ça sortait pas beaucoup et ça buvait pas d'alcool. Donc mais à un moment donné, tu peux pas mentir. Tu peux mentir 1 saison, 2 saisons, mais si tu es pas sérieux, tu dures pas. Mon premier match, c'était en 99, pardon, jusqu'à 2016. Tu tiens pas tout ce temps-là. Si tu bois, si tu sors pas, si tu manges mal, si tu bois pas assez, il y a un moment donné, tu peux raconter ce que tu veux, mais quelqu'un qui est pas sérieux, il dure pas. Tu t'es donné les moyens. Voilà. Puis en plus, il y a des blessures. Et si ton corps, il est pas minimum bien entretenu, tu reviens pas. C'est tout. Point à la ligne, en fait. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent et qui justement se gâchent leur carrière à cause de ça. Bon, potentiel, le manque de sérieux. Ouais, sûrement. Sûrement, j'ai dû en croiser qui auraient pu faire de meilleures carrières si ils étaient un peu plus sérieux. J'en ai quelques-uns en tête, mais ça restera pour moi. Mais ouais, après il y en a eu. Ouais. Et comment tu gères justement le fait de passer, en plus d'un environnement qui était hyper cadré avec la figure tutélaire de Giroud, l'ambiance centre de formation sérieux, à l'après, en fait, aux sollicitations, les plateaux télé, les sponsors. Ferrari. Non, mais je fois, en fait, 2 fois meilleur buteur. buteur. Tu t'achètes une Ferrari jaune? Ouais. Mm-hmm. Ouais. Bon, après, j'ai pas été sérieux toute ma vie non plus. Hein. J'ai fait des conneries. J'ai eu 20 ans comme un jeune de 20 ans normal. Certes, j'étais professionnel et meilleur buteur à 22 ans, mais dans ma tête, j'étais un jeune de 22 ans. Donc j'ai acheté une Ferrari jaune. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je me dis pourquoi. mais voilà, il fallait que je le fasse à ce moment-là. Puis je l'ai fait. Et puis voilà. Après, c'est pas forcément une fierté non plus. Hein. Tu vois la maturité un peu de. Ouais, j'avais une mère qui a élevé 7 enfants surtout. J'ai une mère africaine assez stricte et qui te remet en place. Et moi, j'ai une adoration pour ma mère. J'ai un profond respect pour ma mère. Donc quand ma mère parle, on s'exécute. Ok. Ouais. Encore maintenant. Elle n'a pas lâché. Ah ouais, non, mais c'est une des sinon la raison pour laquelle je suis encore j'ai encore les pieds sur terre et encore cadré aujourd'hui. Et pendant cette période, tu deviens aussi papa. Est-ce que Ouais. ça a changé quelque chose? La manière d'approcher la vie, je sais pas. Ouais, papa a 21 ans. 20 ans même. C'est un grand événement. Ouais, ça change. Ça change. Après, tu te dis... les gens disent oui, mais t'avais les moyens, tu pouvais l'assumer. C'est vrai. Oui, mais tu as quand même 20 ans et tu as un enfant à gérer. C'est pas que les moyens. La vie normale, c'est pas que d'avoir les moyens, c'est que émotionnellement, il se passe des trucs. Du jour au lendemain, tu vis pour quelqu'un aussi. Tu vis pour la grande frère, tu vis pour... tu penses à elle constamment. Tu gères pas ta vie pareil. Mais aujourd'hui, ma fille a 22 ans, c'est ma pote, c'est même plus ma fille. On a une relation très spéciale et franchement, je suis fier de l'avoir eu tôt, c'est bien aussi.
Et ça a changé beaucoup de choses au moment où tu l'as eu? Ouais, bah oui, c'était mon trophée, tu vois. Je le prenais partout sur le terrain. Il y a beaucoup de photos et de vidéos avec André et moi après les matchs, tu vois. Top. Et ouais, c'était important. Et ce qui me plaît aussi chez mes enfants et surtout chez elle, c'est qu'elle, je suis pas la fille de Djibril. Elle veut faire, voilà. Ça développe personnellement aussi. Ouais, puis elle a eu plein d'expériences, notamment dans une émission que je tairai le nom. Ils l'ont tanné pour que je vienne et elle a refusé. Et du coup, elle s'est fait éliminer. Donc, Ah ouais? elle me pose des questions quand même. pose des questions quand même sur la loyauté. Attends, vas-y, programme. Il faut l'émission. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas trouvé ça. Thomas, tu sais ou pas? Ce sera en off. Non, j'ai pas suivi. Moi, quand on dira au ballon, Ok. ça sera dit en off. Ok. En 2004, tu pars à Liverpool. Nouvelle culture, nouveau pays. Bah, tu dirais l'étranger. Comment tu vis dans leur histoire du changement de vie avec le mariage, etc. Comment tu t'es adapté à tout ça? Tu étais déjà habitué avec les changements en France ou c'est un... Non, d'Auxerre, je pars direct à Liverpool. Donc, Je sais pas parler anglais à ce moment-là. vite fait, enfin, les bases. Surtout que j'arrive à Liverpool, qui est une région d'Angleterre où il y a un accent qui est incroyable. Oui. Qui est incroyable. Le Scouse, c'est limite pas de la... Le K, c'est R. Chicken. Tu vois? Je parle pas anglais. En fait. Donc, ouais, compliqué. J'arrive dans un club où je suis le joueur le plus cher de l'époque. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui... Pression plus. Je pars, j'ai pas ma fille avec moi. C'est un peu galère. Je signe avec un coach, donc Gérard Rouillet qui me recrute. J'arrive, on l'a viré. Ah ouais. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Bon, je me sépare aussi de la mère de ma fille. Mais je me dis, bon, on est là maintenant, on fait le truc. Et en octobre, donc les premiers mois se passent très très bien. Vraiment, je marque des buts, je m'adapte, tout va bien. Et je me blesse assez tôt dans la saison. Blackburn? Ouais, Blackburn 2004. C'est la blessure. Première fois. Ouais, j'ai vu la vidéo. C'est. Et à ce moment-là, du coup, t'as pas d'amis spécifiques en Angleterre si tu t'en es fait. T'as qui je proposé? Je fais la rencontre de ma future femme de l'époque. Hein. et c'est à peu près, voilà, et il y a beaucoup de joueurs français qui jouent à Liverpool, donc Jimmy Traoré, Flo Sinama-Pongol, Anthony Le Tallec, qui encore, ouais, il y a quelques Français, voilà, on reste entre nous et on essaye de s'aider le plus possible. Eux, ils étaient là depuis quelques années déjà, donc ouais, ils ont beaucoup fait pour que je m'adapte bien quand même. Comment tu gères la pression pour la performance? Parce que tu dis, t'as un changement qui est complet, quoi, de culture, de langue, de la pression, l'entraîneur qui est viré. Après, c'est peut-être aussi ça qui a peut-être joué sur la blessure, j'en sais rien, on fera pas l'histoire, mais comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que tu vis ça et comment est-ce que tu arrives à te dire, bon, ok, je suis quand même là pour performer, c'est mon but depuis que je suis tout petit et focus sur Liverpool. Bon, après, l'amour du... Parce qu'émotionnellement, ça doit être compliqué, quoi. Ouais, l'amour du football, le fait de vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. Et après, t'es un compétiteur et puis tu arrêtes de... Enfin, les excuses, tu les mets de côté et puis tu avances, quoi, tu vois. Tu arrives vraiment justement à les mettre de côté, à te dire, ok, et à performer sur le terrain, bah ouais, qui te prend sur le terrain et non. Une fois que tu es sur le terrain, tu es à l'entraînement, tu es dans la compète, et voilà, il n'y a plus de ma fille, elle est pas là, ma fille, elle me manque. Non, il n'y a plus de tout ça, quoi. Tu fermes et tu vois ça plus tard. Ouais, et puis le retour en plus se passe bien sur le terrain parce que derrière tu scores. Peut-être la déception, la finale de Champions, de pas démarrer. Même pas. Même pas? Non, même pas, parce que le résultat final est tellement extraordinaire et tellement beau que tu peux pas te dire ouais, j'aurais préféré être titulaire, on s'en fout en fait. C'est moi, quelques mois avant, je marchais même pas, j'étais en béquille, j'étais dans le plâtre. Quelques mois plus tard, je suis dans le groupe pour la finale de la Ligue des Champions. Je rentre quelques minutes, je tire mon penalty et on la gagne. Ouais, donc il y a pas. Franchement, mon cas perso là,
Je sais donc là, enfin, même pas. Mais pour te dire, j'ai jamais pensé à ça en me disant ouais, peut-être titulaire, j'aurais marqué ou pas. Tu vois. Ouais, tu refais pas l'histoire. Non, Ouais, j'ai la médaille à la maison. Question là-dessus, parce que pour le coup, moi je pense que c'est la finale qui m'a. Je suis de 96, donc concrètement en 2005, je pense la plus belle finale que j'ai vue. Le scénario est incroyable, 3-0, c'est pas des peintres en face, c'est le grand Milan. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps, discours de Benitez, de Gerrard, c'est quoi les mots qui sont dits à ce moment-là? Ben, Maxence, justement, il y a un calme et une sérénité qui est folle, parce que tu perds 3-0 à la mi-temps. Si tu perds 5-6-0, c'est pareil. Franchement, ils ont eu des occasions franches ratées. Et nous, on est dans le vestiaire comme si, peut-être pas comme si on gagnait, mais voilà, peut-être on. Je sais pas, il y avait un truc, c'était mystique, cette finale-là. Elle était sorcier. Ouais, non, c'était pas. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait pas que du. C'était pas tout réel là-dedans. Et du coup, donc le coach fait son discours et il nous dit, bon, que c'est pas le début idéal, mais d'y croire et que lui il y croit et que si on marque assez rapidement, on peut pourquoi pas les inquiéter. Ces mots, on peut les inquiéter. Steven Gerrard donc fait son speech aussi et il nous dit à peu près pareil. Si on marque tôt, on peut aller la chercher et créer la surprise. Et Steven Gerrard marque le premier. Incroyable. D'où le rôle du capitaine. Ouais, Smither le deuxième et Xabi Alonso sur penalty sur Steven Gerrard. Et on fait 3-3 et on va la chercher au penalty. Et je vous dis encore, il y a plein de trucs bizarres. Il y a une anecdote là qui s'est passée, un truc de fou. C'est quoi? Alors, on rentre à la mi-temps et il y a Jimmy Traoré qui fait une super première mi-temps. Donc le coach fait un changement, il fait sortir, il veut faire rentrer un peu d'expérience au milieu de terrain, donc Didier Amann. Donc il fait sortir Jimmy et il rentre donc Didi. Donc Didi va s'échauffer. Mais entre-temps, il y a Steven Finan, donc le côté droit qui se blesse. Mais le coach ne le savait pas, donc il dit bon, je pourrais pas reprendre. Donc du coup, Jimmy s'est changé, il est sous la douche. Ah oui, le changement est déjà validé en fait. Ouais, il se douche. Et le coach qui dit bon, allez me chercher Jimmy. Sauf que le mec, il est plein de savon sous la douche. Donc l'adjoint va chercher Jimmy. Et il lui dit Jimmy, tu rentres. Il dit mais qu'est-ce que tu me dis toi? Le coach il va te sortir. Non, il dit il y a qui s'est blessé, qui a pas dit, donc tu rentres. Donc du coup, il se douche vite fait, il se rince à peine, il se rhabille. Et il reprend la deuxième mi-temps et il fait une super deuxième mi-temps. Que j'allais dire, il fait une bonne. Et du coup, il s'est passé plein de trucs dans cette mi-temps là. Et surtout le calme, c'était. Moi, je m'attendais, putain, le coach il va nous défoncer. Ça va crier, ça va s'embrouiller, il va y avoir des mots, trucs, c'est sûr. Rien. Il est venu calmement, il a dit les gars, calmez-vous. Bon, c'est clair, c'est pas la meilleure première mi-temps, mais j'y crois encore et tout. Je dis ok. Stevie, pareil, qui parle, mais sans vraiment s'énerver. Et après, il y a une phrase quand même qui a été forte qui dit que lui, il a grandi en voyant les capitaines de Liverpool soulever des coupes, soulever des trophées et que ça donne envie. Voilà, il aimerait bien qu'en soulever une aussi. Et du coup, il a soulevé. Hein. Il a soulevé. C'était vraiment belle cette finale, franchement. Ouais. Et c'est souvent le cas, c'est souvent calme quand c'est une défaite. Ah non, d'habitude, vous faites défoncer clairement. Ouais, non, au moins ça. Il y a un truc. Ouais, c'est vraiment spécial. Ça chauffe un peu, ouais. Là, c'était vraiment calme, comme si on était au courant de ce qui allait se passer. Quoi. Et comment tu gères la pression au moment de tirer le penalty, j'imagine là, tu te dis bon. Non, moi, non, c'est autre chose. Moi, il y avait les dieux du football étaient avec moi ce jour-là. Les deux premiers avant moi de Milan, ils ont raté. Donc, moi, si je le loupe, c'est pas grave, on a deux d'avance. Okay. Et surtout, comme je te dis, moi, quelques mois avant, j'étais pas apte au football, moi. Il y a 4 mois avant, j'étais en béquille avec un plâtre. Ouais. Et là, je suis là devant 80 000 à tirer un penalty. Si je le rate, c'est pas grave, hein. Donc, c'était quelque chose. Mais rater, c'était pas une option non plus. Ok, ouais. Donc, super. Et après 2005, tu te blesses gravement. Ouais. Juste avant la finale de la Coupe du Monde. Ouais, 2006. 2006, ouais. Du coup, comment t'as eu du mal avec cette situation? Comment ça s'est passé dans ces cas-là? C'est quoi la réaction? Là, pareil, c'était tellement
sais, moi, je suis quelqu'un de très. Si je suis pas là, c'est que je devais pas être là. Ouais. Je me pose pas de questions. Je Marche vachement à l'intuition. j'essaie pas de savoir pourquoi, de comprendre. Oui, mais non. J'ai tout fait pour revenir. Je pense que je partais titulaire et je me blesse la veille. Donc, c'est-à-dire, on partait le matin à 9h, le dernier match contre la Chine. Donc, le soir, je me blesse. Donc, là, je me mets vraiment en mode revenir le plus vite possible. Tu tournes la page tout de suite. Ouais, mais je me pose pas de questions. Je me dis pas, ouais, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi. T'as raison, ça. Je serre les dents, je me fais opérer. Je rentre en mode réduit, que je m'entoure de la même équipe que la première. Et voilà, sauf que différence entre les deux, c'est que avant que je me blesse, je signe à Marseille, donc la deuxième. Et du coup, je me blesse avant d'arriver. Donc là, le petit dérangement que j'avais mentalement, c'était de savoir si, on s'était mis d'accord, mais on n'avait pas signé encore le contrat. Donc c'est que, est-ce que le deal avec l'OM allait tenir ou pas? Je veux dire, une fois que c'est signé, quoi qu'il arrive. C'est juste Oui, comme signé. Sauf que là, je tombe sur 2 hommes, des vrais. José Anigo et Pape Diouf, des mecs, on a une parole. Allez, dans ce sens-là. C'est tout, en fait. Ils m'ont dit... pas parler chinois. Ils m'ont dit, ça sera... On s'est mis d'accord sur un deal. Blessé, pas blessé, tu reviendras un peu plus tard, mais le deal, tiens. Et là, je peux te dire que... Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, c'est bien, et tu te dis, je signe dans un vrai club. Je sais que j'aurai pas d'entourloupe, pas de trucs bizarres avec ces gens-là, et surtout, tu te dis, je vais tout leur donner. Et c'est beau. C'est ce qui se passe. Et j'ai eu la chance dans ma carrière de tomber sur des hommes vraiment de parole, et des hommes qui étaient là pour l'humain, et le sport aussi, mais voilà, le côté humain, c'était important pour eux. Donc, Giroud, c'était totalement ça. Pape et José, c'était complètement ça aussi. Raymond Domenech, ça a été voilà, depuis que j'ai 15 ans, je le connais, ça a été un coach, un ami, un sélectionneur. On est passé par toutes les phases. Et pour moi, l'humain et l'affect, c'est plus important que les contrats. Et justement, comment toi tu réfléchis? Tu as fait pas mal de clubs au final. Ouais. Et tu as voyagé beaucoup, mais comment tu réfléchis à choisir un club? Je suppose que tu as plusieurs opportunités à chaque fois. Ouais. C'est quoi ton processus mental? Moi, ce qui était important, l'équipe de France, c'était primordial pour moi. Donc le club qui m'offrait le plus de chances d'être visible quand j'étais à l'étranger par le sélectionneur, c'est ce choix-là. C'est ce choix-là que j'allais choisir, notamment en Russie. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais en Russie, sauf que de Russie, j'étais prêté au Qatar, mais de Queen's Park, de QPR. Certes, on était en première ligue, mais on avait une équipe très moyenne. Donc, les chances de m'exprimer, d'être sélectionné étaient minces. Sauf qu'à Krasnodar, on jouait la Coupe UEFA. D'accord. Donc, on a joué Valence, on a joué Swansea, on a joué... une équipe écossaise aussi, donc tu joues la Coupe d'Europe, c'est pas tu es déjà un peu plus visible. Et le Qatar, bon, clairement, on va pas se mentir, hein. Et après toujours tes caches là-dessus. Voilà. Et après revenir, mon choix de retour en France, c'était clairement pour revenir et être voilà, sur le devant de la scène et marquer le plus de buts possible. Et c'était juste avant il y avait un mondial juste avant, mais malheureusement ma hanche m'a empêché. Mais C'est à cause de danser avec les stars. Non, c'était avant. Mais ouais, ça a toujours été en fonction d'être le plus visible possible pour être en équipe de France. D'ailleurs, le public te l'a super bien rendu. Il y a le match contre l'Albanie là où tu rentres et applaudissements. Ouais, c'était beau ça. Vraiment, C'était vraiment sympa. Moi, je me souviens aussi de ta période Panard. Parce que même moi, je m'étais interrogé de la Grèce, on connaît, l'Olympiakos, c'est dominant. Pourquoi il rejoint le Pana? Première saison, meilleur buteur, la coupe, le doublé. Ouais. Voilà, pareil aussi, le Pana. Donc, j'appartiens à Marseille. Je suis prêté à Sunderland. Donc, ça, j'ai eu une très belle saison avec une équipe qui se battait pour la relégation. J'arrive à mettre une dizaine de buts. Donc, c'est ce qui est pas mal. Le deal ne se fait pas avec... l'option d'achat n'est pas levée avec Sunderland. Donc, du coup, je dois rentrer à Marseille, mais bon, compliqué.
Et du coup, je décide de partir en Grèce. Pareil, les gens, oui, mais c'est un championnat de seconde zone. Sauf qu'on joue la Ligue des Champions cette année-là. Et ça se refuse pas la Ligue des Champions. Donc, voilà, encore une fois, c'est réfléchi. Même si les gens se disent, ouais, mais pourquoi? Ou c'est pour l'argent, ou c'est pour truc. À part le Qatar, honnêtement, je vais pas dire je suis allé pour m'épanouir du football au Qatar. On va pas dire n'importe quoi non plus, mais le Pana, c'était vraiment réfléchi parce que la preuve, à la fin de saison, j'ai fait partie de l'équipe de France en Afrique du Sud. Mais ça a marché, quoi. À chaque fois que tu as bougé, parce que tu as quand même fait beaucoup de pays, on va dire, sur la fin de carrière, justement, post-2010, donc il y a la Grèce, la Russie, le Qatar, l'Italie, le passage à la Lazio. Est-ce qu'à chaque fois, tu déménageais avec toute la famille? Comment ça se passe, le processus, l'école? Non, j'étais seul. T'achètes à chaque fois ou tu loues à chaque fois? Tu prends un autre? Non, enfin, ça dépend. Après, il y a des endroits où il faut acheter. Il y a des endroits où non. Il y a des endroits où j'ai gardé des attaches très fortes. La Grèce, j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est un pays que je retourne souvent. Je peux me voir déménager là-bas. Ah ouais, carrément. Ouais, il s'est vraiment passé un truc fort là-bas. Et après, il y a des pays où j'ai pas trop de... Et tu commences toujours en louant. Et après, tu te dis, j'achète si vraiment je m'épanouis là et je veux rester bien dans une maison. Ouais. En Angleterre, c'est pas comme ça. C'est toi qui choisis ou c'est en général il y a des gens qui gèrent pour toi? Non. C'est ta chance, c'est moi qui vais vivre dedans. Ouais, non, c'est quand même toi qui te poses la question. Ouais, non. Après, j'ai... Hôtel, jamais? Si, j'en ai fait Marseille. Marseille, j'ai fait beaucoup d'hôtels après, j'avais ma maison. Mais moi, tu sais, je suis pas... j'aime bien prendre les décisions et faire les choses par moi-même. J'ai pas besoin d'être chapeauté ou d'avoir un babysitter pour savoir ce que je veux. Donc, je le fais, j'ai le temps. Donc, faut arrêter aussi de croire qu'on est débordé, qu'on n'a pas de temps et qu'on a un emploi du temps de fou. C'est pas vrai. On a le temps, j'ai le temps de faire des visites, de choisir ma maison, de choisir ce qui est bien pour moi et moins bien pour moi. Et j'aime bien le faire moi-même. Ouais. Alors, maison ou appart? Ça dépend. Paris, appart, Corse, maison. Ah, même pas une petite maison à Paris? Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Ok, cool. Et après carrière, donc après foot, je dirais, transition DJ. Ouais. Pas mal de trucs, donc hyper intéressant comment ça t'est venu. C'est plutôt en orthodoxe, parce qu'au final, je me dis que tous les footballeurs, vous avez ce process de vous dire, what's next? Toi, DJ, comment ça t'est arrivé? Comment c'était venu? Moi, je suis tombé sur je peux raconter l'histoire maintenant, on s'en fout. En fait, j'avais 14 ans, donc je venais juste j'avais signé à Auxerre, et il y a une boîte mythique du coin qui s'appelait la Churrascaria, qui allait fermer. Mais apparemment, il se passait des trucs très très chauds dans cette boîte. Donc mon frère me dit, pas non, quand je dis chaud, des belles soirées, des trucs, j'ai ouï dire, des trucs à vivre, quoi. Et mon frère me dit, c'est la dernière, la boîte va être démolie, il faut que tu connaisses ça dans ta vie, tu vois. Donc il m'amène, j'ai 14 ans, et du coup je suis pas loin du DJ, qui s'appelle Didier Sabatier d'ailleurs. Et j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc j'étais là tout dans mon coin, et je le regardais faire. Et je le vois, il met un disque, les gens se comportent d'une façon. Il met un autre disque, les gens se comportent d'une autre façon. Et je le vois jouer avec les émotions des gens et avec faire ce qu'il veut des gens, en fait, avec du son. Et je me dis, putain, c'est intriguant comme le délire. Et lui, après, c'est un mec assez... Vous connaissez Philippe Corti? Non, moi je connais aussi bien la musique. Bon, ouais, c'est un DJ en Corse qui est un peu qui était dans l'émission d'Ardisson, un show. Ok. Qui était DJ aussi. Il est bon? Il est connu? Ouais, il est bon, mais c'est festif. Tu vois, très festif. C'est des mecs qui ils sont capables de se mettre à poil, tu vois. D'accord, ok. Et je le voyais faire des trucs. J'ai dit, putain, ouais, c'est un délire en fait. Ça passera pas devant le football, mais ça peut m'intéresser. Tu vois. Donc du coup, je rentre chez moi, je m'intéresse, j'achète le matos. T'as commencé avant? Ah ouais, vinyle, ouais. D'accord. À 14 ans au centre de formation, j'avais mes platines dans ma chambre. C'est une vraie passion. Donc. Ouais, c'est pas un truc nouveau qui t'a reconnu sur la table. Ah non, pas du tout, non. Donc j'apprends, j'apprends tout seul. Je veux pas prendre de cours parce que je veux pas prendre les habitudes des autres et tout, tu vois. Et du coup, première année, vu que on est à deux en chambre, donc je fais pas la demande. Mais deuxième année, je demande. Je dis, j'ai une passion
qui est la musique, et je dérange personne. Est-ce que je peux avoir des platines et ma table de mixage et mes vinyles dans la chambre? Vu que je suis tout seul, il me dit oui, le directeur du centre, mais il me donne une plage horaire et pas fort, bien sûr, au casque. Et donc, du coup, j'apprends. Après, bon, je déménage, je vis chez moi, du coup. Et là, ben, vraiment, le truc me prend et ben, la passion grandit avec, en même temps que le football. Et puis, à la fin de ma carrière, pour moi, c'était normal, quoi. C'était normal de faire ça. Et c'est la même émotion, un set réussi où tu sens que tu as ambiancé les gens et un but marqué à la 90e Non. devant un stade. Ah, c'est pas mal. Ouais, reste aussi, mais tu peux avoir... C'est pas comparable, on peut pas comparer les deux, mais voilà, quand le drop sort et que tu vois les gens qui réagissent bien, c'est pas mal, mais ça battra pas un but. Ouais, c'est pas une Champions League. Non, Et pendant toutes ces années, du coup, tu mixes que dans ton coin ou tu mixes pour des potes avant, pas dans le football. Entre tes 14 ans et... Ouais, non, chez moi, j'ai mon setup chez moi, je fais des petites soirées un peu sauvages chez moi. Ok. Ouais, pour mes potes et moi, ouais. Après, sur la fin de carrière, j'en faisais un peu quand je partais en vacances, on annonçait pas, je me mettais d'accord avec les patrons, je venais, je prenais, je mettais 2-3 sons et je rentrais. Et après, ben, ouais, voilà, après, c'est devenu mon truc, quoi. Et t'as des inspirations, c'est qui tes inspirations? Il y en a plein. Après, j'ai un grand respect pour William, DJ Snake, parce que dans le mental, dans le travail, dans le rien lâcher, c'est totalement le mec qui a tout connu, quoi. Il a connu les petits clubs à Paris où personne ne le voulait, au plus gros festival maintenant, et c'est devenu l'un des plus grands DJ au monde aujourd'hui. Donc vraiment un grand respect, même si les supporters du Paris, du PSG aussi. Ça soigne. Je lui ai dit, ça soigne, mais franchement, un grand respect pour William. Après, David Guetta aussi, Diplo, c'est des mecs que je kiffe, Major Lazer, c'est vraiment des mecs qui... J'ai un profond respect pour eux. Okay. Ouais, c'est un parallèle, c'est l'hygiène de vie aussi entre les... Enfin, le DJ boit pas, il fait pas... Ça dépend lesquels. Il perd la tête. Pas tous. J'avais entendu Bob Sinclair et David Guetta dire que justement, c'était très à cheval sur leur routine hygiénique. Ouais, c'est David, j'arrive à le voir parce que franchement, le corps qu'il a, même physiquement, comment il est à plus de 50 ans. Il a plus de 50 ans, c'est tu peux pas boire et faire n'importe quoi et être... Il a pris sérieusement, je sais. Ouais. Après, Bob Sinclair, on le connaît un petit peu, mais je sais pas. Sport, il a l'air fit aussi. Ouais, c'est vrai. Il est pas... Après, j'en connais d'autres aussi. Puis tu te profites. Ouais, bah, ils ont le droit, hein. Ils font de mal à personne. Justement, sur l'après-carrière, là, autant c'est devenu... les futurs ex-footballeurs communiquent vachement dessus. Je pense à Matuidi, à un Flamini. Lui, pour le coup, communique beaucoup moins, mais sa réussite fait que les gens parlent pour lui, ou du moins les journalistes parlent pour lui. Toi, tu es la génération juste avant. Vous étiez déjà accompagné en centre de formation où tu as été entouré de personnes justement pour préparer l'après? Non, mais ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de moderne où il y a des outils que nous, on n'avait pas. On a des... Moi, j'ai toujours eu mon comptable, mon agent, mon expert, mon avocat. Après, voilà, c'est vrai qu'en termes de management et ce qui va se passer après, c'était pas encore dans les... C'était pas encore dans les mœurs d'avant, qu'on n'était pas... Ça se faisait pas trop à l'époque. Là maintenant ça se fait un peu plus et ça se fera de plus en plus, et c'est bien pour la génération de maintenant d'être un peu structuré et de savoir quand même où on met les pieds, et que même si le football s'arrête, il y a un côté business qui peut aider aussi. Ouais, tu peux, vrai. Et c'est quoi les meilleurs endroits où t'as mixé en tant que DJ? Non, j'ai fait des belles sets. J'ai fait une scène avec un DJ qui s'appelle Sébastien Drum, qui organise un festival à Fréjus. C'était à la base nautique et il y avait 25 000 personnes. Il y avait un setup de ouf, un line-up de ouf. Avant, il y avait Mala, Chami, Morten et moi sur le même jour. Ouais. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal.
Et le Tomorrowland Winter aussi, c'était bien. Ça va être pas mal, ça aussi. L'hiver, ouais, c'est cool. Le décor est fou, en fait. C'est plus petit ou c'est aussi gros? C'est plus petit. Ok. C'est plus petit, mais ouais, Tomorrowland, c'est... pourquoi pas bientôt? C'est un objectif, tu vois. Je vais dire, Je veux y aller. c'est quoi les objectifs maintenant? T'es toujours DJ? Tu Ouais. fais déjà l'après-DJ ou là c'est un un focus DJ, c'est de faire le truc le plus gros possible? Non, là, voilà, c'est ça, c'est d'avoir la plus grosse carrière possible, mais en tant que DJ. Donc ça passe par de la prod, parce que maintenant, être que DJ, ça suffit pas. D'accord. Tu peux pas juste être... si tu n'es pas producteur, si tu n'as pas des sons qui tournent en radio, si tu n'as pas... maintenant, il y a les TikTok, etc., qui font que si tu n'as pas une visibilité... Avant, tu pouvais être que DJ, par exemple. C'est Shaquille qui est pas mauvais. Shaq tourne beaucoup. Et il y en a plein des ex-joueurs. Mendieta est DJ. Dédé Gignac qui mixe un peu aussi, je le sais. Qui a Marc Gonzalez, un ancien joueur avec qui je jouais à Liverpool. On a joué ensemble là, il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, non, il y a des mecs qui se... Il y a Eric aussi, Abidal, qui voulait se... Qui a pris son... Et vous mixez ensemble? Ou c'est pas... Non, c'est pas pas encore. Ok, et aujourd'hui, si tu voulais choisir une ville, un endroit, c'est quoi de tout ce que tu as connu, les différentes villes, les différents pays? Où est-ce que tu te sens mieux? Aujourd'hui, c'est la Corse et Paris, tu le disais? Ouais, c'est Demain, chez moi. Après, je dis la Grèce. la Grèce, c'est la target. Non, c'est pas forcément la target, mais c'est là-bas où il s'est Bien, il s'est passé des trucs humainement avec les supporters, avec la ville, avec moi, avec mon ex-président, avec mon équipe. Non, c'est vraiment une ville. On me dit là, faut que tu quittes la France. Je veux. Direct. Ah ouais, là, c'est vrai que c'est direct. Qu'est-ce qui te fait bouger d'ailleurs? Parce que t'étais bien là-bas, il y avait la Champions, c'est le. Et la crise, surtout, il y a eu. Ah oui. Ouais, il y a eu la crise. On a tout fait pour trouver des moyens pour que je reste, mais le club, financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai dû partir à la Lazio di Roma. Ok. Il y a des championnats que tu regrettes de ne pas avoir, peut-être l'Espagne? Non, pas à l'époque. Pas à l'époque, parce que ça collait pas à mon jeu. L'Italie, ça collait. J'y suis allé, mais j'ai vite vu que c'était compliqué. Moi, c'était l'Angleterre. L'Allemagne de maintenant, oui. Mais de l'époque, non, ça allait pas trop avec mon jeu. Ouais, moi, à mon époque, c'était l'Angleterre, la France. Ok. Ok, bah, Djibril, merci beaucoup. On va chaud de faire une petite séquence de fin on te pose une sorte de rapid fire. On te dit un truc ou l'autre et tu nous dis ce que t'en penses le plus rapidement possible, pas trop de réflexion. Ok, un mentor ou une personne qui t'a inspiré pendant ta reconversion? Pendant ma reconversion, donc après le football, ouais. Après le football. Pas réfléchir. Franchement, j'ai pas comme ça. Joker? Ok. Un aspect de ta nouvelle vie que t'as apprécié particulièrement? Donc post-reconversion. Les dates, les festivals, les dates. Les festivals mixés, ouais. Ok. Un objectif que tu souhaites atteindre dans ta nouvelle carrière? Faire de gros festivals. Des grosses dates. Ouais, tout le monde. C'est quoi le plus gros que tu veux faire? L'Ultra, c'est bien aussi. Hein. L'Ultra, c'est bien. Ok. 5 joueurs les plus surcotés avec qui tu as joué? Surcoté? Attends. T'as le droit de faire sous-côté si tu préfères. Ouais, dis-moi, sous-côté plutôt. Michael Pagis, sous-côté. Ah ouais. Super joueur. Vraiment. Steven Gerrard à l'époque. Ah ouais? Ouais, à l'époque où... J'ai une image de lui... Ouais, maintenant, mais à l'époque où je joue avec lui, moi, c'est déjà quelque chose. Hein. Okay. Et on parle plus de Lampard, de Scholes, de tout ça, plutôt que de lui, de Rooney. Il y a plein de joueurs qui sont mis au premier plan, alors que lui, c'est vraiment un phénomène. Ils sont une sacrée génération à l'époque. Je mettrais Yann Lachuer, Fadiga et Olivier Capot. Ok. Et un surcoté? Et Mexès, 6. Un joueur que tu as côtoyé et qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité? Ben Arfa. Ben Arfa direct? Bah ouais, sans hésitation. Il aurait dû avoir plus ou moins? Plus. 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 Pour moi, je te dis que je l'ai déjà dit, on m'a pris pour un fou. Je l'ai entendu aussi d'autres joueurs qui l'ont dit. Ben Arfa à son niveau, ça vaut un Messi. Ah ouais? Ah, elle est garantie. Ah, je l'ai vu faire des trucs, moi, c'est très sous-côté du coup. Très, ouais. Très. Enfin, pas sous-côté. C'est peut-être lui qui n'a pas fait les choses qu'il fallait. Mais en tout cas, il méritait. Avec le talent qu'il a, il méritait plus. Ok. Domenech, meilleur sélectionneur ou meilleur metteur en scène? Metteur en scène, je sais pas. Après, meilleur sélectionneur, je pense qu'il y a eu meilleur. L'un et l'autre. Ouais. Enfin, je sais son travail de metteur en scène, je sais pas. Donc, Ok. Jambe droite ou jambe gauche? Ouais.
Est-ce qu'il y a une jambe gauche déjà? La jambe gauche, elle est juste là pour dire j'ai deux jambes et être équilibré. Monter dans le but, c'est exactement. Tête embrayée un peu. Bon. C'est lesquels que tu t'es blessé plus la gauche? 2 fois la gauche? Non, la gauche et la droite, mais moi, Elle est deux. pur droitier, moi. Ouais. Ah ouais, mais oui. Puis gauche, ça sert à rien. Ok, donc jambe droite du coup. Ah ouais. Shaquille O'Neal ou David Guetta en tant que DJ? Ah, Guetta, de moi. Guetta Delin? Ouais. Ok. C'est vrai, t'as raison. Taxi 4 ou Danser avec les stars? Taxi 4. Ça se fait comment, ça, d'ailleurs? Marrant. Très marrant, l'histoire. Alors, je travaille avec un agent que je travaille avec, toujours d'ailleurs. Il me dit, ouais, tu vas recevoir un coup de fil, mais il veut pas, il me fait la surprise. Téléphone décroche, oui, bonjour, c'est Luc Besson. Je dis, ouais, d'accord, allez. Non. La cochonne? Quoi? Mais 3 fois. Il me rappelle encore. Il dit, non, c'est vrai, c'est Luc Besson, c'était pour... Ouais, d'accord, allez. Ah non. 3 fois, j'y ai fait. Donc, mon agent qui me rappelle, du coup, mais en folie, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 fois que tu les raccroches au nez. J'ai dit, Luc Besson, il m'appelle. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Et il me dit, oui, non, c'est vrai, c'est lui et tout. Et il veut te proposer une scène dans Taxi, vu que tu as signé à Marseille et qu'il filme à Marseille. Et là. Donc, du coup, je le rappelle, ou il me rappelle, je sais pas. Mais... Et du coup, je m'excuse, mais c'est pas tous les jours que Luc Besson t'appelle. Comme ma première sélection, c'est passé comme ça aussi, pareil. Henri-Émile qui m'appelle, je suis en train de faire la sieste. Et j'ai 20 ans. Enfin, non. Il me dit, ouais, c'est pour te dire que tu viens avec nous au stage à Tignes avec l'équipe de France. Je dis, ouais, d'accord. Donc, du coup, ça me perturbe. Puis, il me rappelle, bon, pareil, je le rapproche quelques fois au nez, et ça me perturbe. Donc, je vais au stade un peu plus tôt. Et c'est chose qui arrivait très rarement. J'étais juste ou à temps ou un peu en retard. Et du coup, le coach qui me prend dans le bureau et qui me fait une leçon, tu vois. Il dit, ouais, c'est pas comme ça qu'on répond aux gens. Hein. J'ai dit, ouais, mais coach, Vous pouvez venir. le mec, il m'appelle et il me dit, oui, c'est Henri-Émile, l'intendant de l'équipe de France, pour te dire que tu viens au stage de préparation de l'équipe de France. J'ai dit, vous voulez que je le prenne comment? J'ai 20 ans, comment vous voulez que je prenne le truc, en fait? Et personne t'a prévenu? Non. Et même lui, en fait, il devait me l'annoncer à l'entraînement. D'accord. Mais Ça, émotionnellement, ça doit être incroyable. c'est pas jouable. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Le réveil. Dire, dans une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, tu vas côtoyer Zidane. Non. Ah, parce que c'était l'époque. Mais non, mais... Et Zidane, C'est l'idéal absolu. Et Zidane, Gérard. Non, Zidane. Même Gérard, il va te dire Zidane. Ok. Il y a personne qui va te dire autrement. Et tu te dis, non, c'est pas possible. C'est pas... Et pourquoi t'as un attache aussi fort avec l'équipe de France? Que tout à l'heure, tu disais vraiment, c'était hyper important pour moi, même là, c'est son mec là. C'est ton pays, tu représentes ton pays. Il y a quoi de plus haut que ça? Quand tu es vraiment passionné, amoureux de... Tomorrowland. Non, même pas, franchement. Tu vas derrière. Tu fais Tomorrowland main stage, ou tu vas rejouer en équipe de France contre Chypre ou Gibraltar le même jour. Mais il n'y a pas photo, hein. Ouais. Ah non, mais c'est pas... L'équipe de France, elle est vraiment... Ah ouais, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et peut-être dernière question, j'ai entendu, tu disais 96 buts, si j'ai pas de conneries, en Ligue 1, tu penses aux 100 buts? C'est très chiant, ça. C'est quoi cette histoire? C'est vrai ou tu Non, penses? non, c'est clairement ouais. C'est juste que c'est... T'allais dire sinon peut-être tes enfants? Non, ça compte pas. Ça compte pas, ouais. Donc c'est ça. Ça, enfin, c'est pas moi. Mon fils, c'est pas moi. Non, c'est que je suis à 96 buts en Ligue 1 et ça me fait chier d'être si près du but et de ne pas pouvoir le faire, quoi. 4, c'est pas beaucoup, surtout aujourd'hui avec la technologie qui sort des pénaltys tous les matchs. T'as juste à prendre le penalty, tu rentres. C'est au pire, tu vois, mais... Et c'est vrai, franchement, c'est pour un buteur, pour quelqu'un qui vit pour ça et qui a encore le truc de jouer, c'est dur un petit peu, tu penses? Ah, ça, t'es aucune préparation. C'est après, moi, il me faut un but. Il me faut un but. Un but, un vote. Dans 3 mois, les deux. Dans 3 mois, tiens ça à jouer, je vais me préparer, il n'y a pas de problème. Mais si un petit rush de 6 mois pour aller mettre les 4 buts, ouais, ça se pourrait se faire, quoi. Ouais. Ok. Ouais, écoute. Mais après, à un moment donné, ça va te... C'est là où après, c'est trop tard. Et juste une question pour faire en plus la transition avec l'invité d'avant que vous aviez reçu, donc Thomas Ramos, buteur du 15 de France. Un parallèle que je trouve vachement intéressant, c'est justement ce côté buteur où tu es le dernier, celui qui conclut le travail de toute l'équipe. Ça t'est venu naturellement plus jeune. Comment tu gères la pression en fait quand tu es... Je l'ai jamais senti, honnêtement. Je l'ai jamais trop ressenti.
une pression particulière. Après, buteur, ça a toujours été depuis petit. Je le racontais dans mon livre. Et, tu vois, là, il y a 2 poteaux, là, ça faisait un but. Et je comptais tous les buts que je mettais. Comme Pelé. Ouais, je rentrais le soir, je disais à mon frère, ouais, j'ai mis 400 buts aujourd'hui. Tu vois. Et après, buteur, c'est un délire, hein, c'est spécial. Hein. C'est spécial, c'est une race spéciale. Non, tu sais, moi, il fallait que je marque, quoi. Voilà, l'équipe gagne et tu marques pas. Mais c'est ça qui est. Tu es content, mais bon, tu n'as pas fait ton taf, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est marrant, c'est comment tu balances le collectif et l'individuel de marquer. Parce que tu dois être compétiteur et dire il faut marquer, mais tu as aussi à balancer le collectif qui est faut pas perdre aussi. C'est ça la beauté de la sacrifice. Un avant-centre, c'est. Si tu n'es pas égoïste, tu peux pas. Change de poste. Change de poste, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, il faut être habité par ça. Après, mon coéquipier me passait, je lui fais la passe. Hein. Mais si je peux marquer, c'est bien. On finit sur une belle note. Merci beaucoup. Écoute, Djibril, merci beaucoup. Merci à vous. C'était hyper inspirant. On était hyper content d'en apprendre plus sur toute ta vie, un peu toutes les transitions. Merci. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, on était hyper ravis d'avoir Djibril, de comprendre un peu mieux son histoire, de voir ses transitions. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner, parce que j'oublie tout le temps de le dire et c'est important. Ça nous permet de continuer. Merci Djibril. Merci beaucoup.